message. Donc, du point de vue de Paul Mercier et Emmanuel Wallerstein, ils disent que sans essayer d'établir une typologie et de donner une définition précise des notions telles que tribu, ethnie, conflit tribal, opposition tribale et tribalisme, il est nécessaire de rappeler quelques distinctions élémentaires, quitte à l'éclaircir au fur et à mesure de l'exposé des notions qui sont souvent jugées assez blablabla, bla, 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 beaucoup de choses. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que tout conflit qui a eu lieu en Afrique était toujours compris comme conflit tribal. C'est une façon de minimiser. Actuellement, les conflits qui sont en Afrique, ce ne sont pas des conflits d'ordre, dans notre pays, d'ordre tribal. Non, ça n'existe pas. Ni des religions non plus. Donc, je pense que notre compatriote pourra parler de ça. Mais, si le terme tribu signifie groupe ethnique, nous on parle des États. Il y avait des États, donc des organisations à un niveau plus élevé de notre administration publique, avant les frontières artificielles de la conférence de Berlin. Alors, voilà. Donc, le mécanisme de dissuasion et de prévention des conflits en ce moment-là, écoutez ce que j'ai découvert. La violence n'est cependant ni cultivée délibérément par le peuple africain, ni inéluctable dans la situation présente. Elle leur a été souvent imposée et des contingences historiques. Mais sans lier le processus historique en Afrique, hier comme aujourd'hui, cela révèle bien des choses sanglantes. Il y a eu des conflits. On ne peut pas dire que les conflits sont venus seulement avec les colonisateurs, c'est faux. Mais avant, il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits en Afrique. Mais la plus importante chose, c'est comment ces conflits s'est résolvés. C'est ce que nous devons savoir. Et l'auteur continue, il dit, l'étude objective de données ethnographiques montre à l'évidence que la civilisation négro-africaine se définit essentiellement en termes de dialogue. Pas dialogue dans le sens où on le dit maintenant. Je parle du temps précolonial. Il faut que je me situe très bien. Donc il n'y avait pas une influence de quelqu'un qui va induire un dialogue entre des gens qui en principe ne s'entendent même pas. Alors, en termes de dialogue, de compromis, de coexistence de paix, voilà la situation dans l'Afrique précoloniale. Comme le souligne d'ailleurs Léopold Sédar Senghor, un autre auteur que vous connaissez de la négritude, l'esprit de cette civilisation enracinée dans la terre et le cœur des Noirs est tendu vers le monde, être et choses, pour le comprendre, l'unifier, pour comprendre le monde, unifier le monde et le manifester. Et notre philosophe, Ebou Siboulaga, révèle, parmi les constantes de la pensée négro-africaine, il révèle la recherche de la vie dans la paix. Voilà ce qui nous caractérise nous. La recherche de la vie dans la paix. Dans les sociétés négro-africaines, la notion de paix est d'autant plus importante qu'une sémantique à la fois abondante et variée lui est consacrée. Beaucoup de temps, beaucoup de littérature, beaucoup d'œuvres artistiques étaient consacrées à l'unité et à la paix de nous autres les Africains. Tous les peuples, l'auteur continue, dit, tous les peuples ont différents mots pour désigner la paix. Et leur étude fournit des indications utiles à la symbolique et l'éthique et permet à l'élaboration d'une typologie de la paix. On distingue ici un état de paix perpétuel, continuel, et un état de paix tout à fait provisoire, et une autre paix très profonde, la paix de l'âme, la paix conclue après une guerre, la paix interne, la paix externe, la paix liée aux notions de sécurité et de défense,
D'autres termes corrélatifs impliquent l'idée de concorde, vous voyez, de concorde, de conciliation d'entente. Je vais être très bref. Et l'auteur va continuer, va dire, si vous voyez à un certain moment la multiplicité des conférences nationales, très récemment, vous avez vu, il y a eu dans tous les pays africains, il y a eu des conférences nationales. En fait, les conférences nationales s'est référé à cet esprit d'unité ancestrale. On a voulu résoudre, en prenant un peu le modèle ancestral, d'être, vous avez, sous l'arbre à palabre, et d'essayer de régler les problèmes par le dialogue. Mais, toujours est-il qu'avec des insinuations actuelles, l'ignorance du passé, de l'esprit dans lequel on le faisait dans le passé, cette ignorance fait que les gens ne sont pas imprégnés de l'esprit ancestral, qui était essentiellement un esprit de paix. Parce qu'après chaque guerre, comme vous avez vu, après chaque guerre, les gens regrettaient pourquoi nous nous sommes battus comme ça entre nous. Il y avait même des personnes qui offraient leur vie pour qu'on puisse même les tuer vivants afin de réconcilier plusieurs peuples ensemble, pour qu'il n'y ait pas de conflit du tout. Donc c'était par des alliances, comme vous le voyez bien, et tous aspiraient à la paix. C'est pourquoi même quand le colonisateur est arrivé, il n'a pas trouvé trop d'opposition parce que nous, les Bantous, on n'était pas des gens prêts à tuer n'importe qui. On privilégiait beaucoup plus la paix, plus que toute autre chose. Et parce que cet esprit commence à disparaître au profit des intérêts mesquins, des intérêts très passifs, alors cela fait que nous sommes en train de perdre grandement la valeur qui a existé dans le temps précolonial.